Salut YouTube et bien le bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la symbiose. Il s'agit d'un vaste sujet qui personnellement m'intéresse depuis toujours, si vaste que je vais travailler différemment cette fois-ci et vous proposer une série de plusieurs épisodes, à mon avis au moins 5 ou 6, qui traiteront toutes de la symbiose mais sous des aspects différents. Je pense que le sujet s'y prête assez bien, car il y a effectivement énormément de choses à dire, tellement qu'il y a de diversité à ce niveau-là et bien franchement, ça me permettra aussi de souffler un peu, puisque jusqu'ici, je vous ai principalement proposé des formats plutôt longs, qui, voilà, en termes de gestion de temps, ne sont pas forcément toujours évidents et donc là, ce sera une série, de vidéos un petit peu plus courtes, mais ô combien, intéressantes. Je referai bien sûr des formats, plus longs, mais voilà, je vais, varier. Durant cette série de vidéos, nous parlerons principalement du mutualisme, donc des relations dans lesquelles il y a un bénéfice réciproque, mais, il y aura également un épisode sur le parasitage, ainsi qu'un épisode complet consacré aux symbioses qui concernent les humains. On verra également que les fourmis sont des spécialistes de la symbiose, puisqu'il existe même un terme pour désigner les organismes qui se développent de manière à, vivre avec elles. Affaire à suivre donc aux prochains épisodes. Cette première vidéo traite des endosymbioses, donc c'est-à-dire des symbioses qui s'opèrent à l'intérieur de l'organisme et qui sont permanentes. Le mot symbiose signifie littéralement vivre ensemble. Il est admis depuis la fin du 19e siècle, où il avait été proposé par le biologiste allemand Albert Bernhard Frank. Il s'agit de l'union de deux ou plusieurs organismes, et cela peut se produire d'un tas de manières. On va trouver, comme je vous le disais, des relations mutualistes où chacun tire profit de cette alliance et en profite pour optimiser ses ressources, mais également des relations parasitaires où l'un va tirer profit de l'autre, ainsi que d'autres variations dont on parlera au fur et à mesure des vidéos. La symbiose peut être éphémère ou permanente, voire absolument indispensable dans certains cas. L'étude du mutualisme met en lumière l'aspect coopératif de l'évolution, complétant par son opposé le darwinisme qui décrit les interactions basées sur la compétition. Les premiers organismes étudiés dans ce sens sont les lichens, longtemps considérés à tort comme des végétaux ou des mousses, quelquefois même qualifiés d'excréments de la terre par certains scientifiques. Leur nature symbiotique n'a été mise en évidence qu'en 1879 par les recherches de Anton Desbarry. C'est lui qui a découvert que les lichens sont en réalité le résultat d'une symbiose entre un champignon et une algue ou une cyanobactérie. Le champignon offre une structure, une protection ainsi qu'un taux d'humidité satisfaisant pour l'algue qui, en échange, logée à l'intérieur du champignon, va effectuer de la photosynthèse et fournir de l'énergie. C'est désormais un des cas de symbiose les plus connus, bien que la véritable nature de la symbiose n'est encore mieux comprise que depuis ces 15 dernières années, où il a été mis en évidence que c'était tout un petit système qui constitue le lichen, puisqu'on trouve, outre les deux protagonistes de départ, tout un tas de micro-organismes, de virus, de bactéries, et ainsi de suite, qui vivent à l'unisson. En outre, le lichen a besoin d'un arbre sur lequel se fixer. Il va alors se loger dans les aspérités de l'arbre, souvent des chênes, du côté opposé à la pluie, de manière à être protégé, et il va en tirer au passage quelques nutriments. Les termites sont bien connus pour leurs grandes colonies qui fabriquent d'impressionnants nids. Elles font partie, comme les fourmis, des espèces animales qui vivent en eusociété, c'est-à-dire société vraie, dans laquelle les individus s'organisent par caste et forment un superorganisme. C'est un modèle basé notamment sur une répartition des tâches précises entre individus sexués et non sexués et la coopération constante entre les individus. Est-ce que ça ne vous met pas trop à l'aise toutes ces petites antennes qui vibrent à l'unisson? Les eusociétés, en l'occurrence les termites, ont des comportements extrêmement élaborés. Concernant les termites, on parle de 100 millions d'années d'existence si on en croit les spécimens conservés dans l'ambre, ce qui leur a laissé bien le temps d'élaborer des stratégies de vie assez complexes.
Les termites sont xylophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de bois et de feuilles, ce qui n'est pas le régime alimentaire le plus évident car la cellulose présente dans le bois est très compliquée à digérer. Certaines castes peuvent naturellement digérer la cellulose, mais pas toutes, ce qui mène à la première symbiose importante des termites avec un petit protozoaire qui est logé dans son système digestif et qui l'aide à produire cette enzyme destinée à assimiler la cellulose. Ce symbiote peut représenter un tiers du poids de la termite. Les termites ont également recours à la trophallaxie, c'est-à-dire une méthode pour alimenter ses congénères de bouche à bouche. Je n'ai pas trouvé d'illustration avec des termites, mais voici une trophallaxie entre 2 abeilles où on voit qu'elles échangent de la nourriture, de bouche à bouche. C'est une méthode d'alimentation qui est souvent employée dans les sociétés, les fourmis le font aussi. Quant aux termites, ça leur permet par exemple de nourrir des ouvrières qui sont au travail et cela permet également de faire circuler le petit protozoaire dans toute la colonie. Certaines espèces de termites emploient une autre méthode, c'est-à-dire qu'elles cultivent un champignon au sein de leur colonie. Elles fabriquent un substrat à partir d'excréments malaxés et le champignon va se nourrir de ces nutriments et par ailleurs prédigérer des aliments récalcitrants, les rendant plus faciles à assimiler par les termites. De plus, les termites développent d'autres symbioses avec des bactéries qui leur permettent, par exemple, de mieux fixer l'azote qu'elles tirent peu de leur régime alimentaire ou encore de gérer certains déchets comme l'acide urique et le carbone. La baudroie, poisson des abysses bien connu pour sa petite gueule de porte-bonheur et pour son leurre, aussi appelé esca, qui est, figurez-vous, une mutation de l'épine dorsale, eh bien cet animal a développé des symbioses très spéciales. D'une part, son leurre contient une photobactérie qui produit la bioluminescence bien utile pour chasser et qui est en échange logée, nourrie, blanchie. Chaque espèce de baudroie possède un type de bactérie différente, mais la manière dont le poisson se procure cette bactérie reste un mystère. En effet, dans ce genre d'endosymbiose, certains animaux naissent directement avec leur symbiote, tandis que d'autres espèces doivent se le procurer au risque de dépérir. Mais plus étonnant encore, c'est la reproduction de la baudroie, qui est longtemps resté un mystère, ce qui est bien normal, puisque c'est un animal qui vit à 500 mètres de profondeur ou plus, dans l'obscurité totale, dans des conditions de pression intense, et donc toutes ces conditions rendent l'observation très difficile. C'est pour ces mêmes raisons que la baudroie a dû mettre au point des stratégies reproductives assez innovantes dans le royaume animal. Les partenaires peinent tellement à se trouver qu'une fois que c'est fait, eh bien, ils ne se quittent littéralement plus jamais. Le mâle, beaucoup plus petit que la femelle, va s'accrocher à elle avec ses dents et littéralement fusionner avec son corps. C'est alors le corps de la femelle qui va prendre en charge l'alimentation du mâle, qui va progressivement perdre ses yeux, ses nageoires et in fine toute autonomie. Il devient presque un organe de la femelle, une véritable spermathèque et c'est évidemment une symbiose permanente. Les femelles, peut-être dans un souci de diversité, génétique, peuvent, ainsi intégrer plusieurs mâles. Quatrième et dernier cas de symbiose pour cette vidéo, il s'agit de la salamandre maculée qui a développé une symbiose très particulière et assez unique, en tout cas au royaume des vertébrés, puisque elle s'est alliée à une algue. Il existe d'autres animaux qui ont effectué une symbiose avec des algues, mais en général il s'agit plutôt d'animaux de type éponge, coraux ou encore des vers. Cela ne se produit normalement pas chez les vertébrés puisque leur système immunitaire va directement éliminer l'algue en la considérant comme un parasite. Pourtant, ces deux protagonistes tirent de nombreux bénéfices de cette union, puisque d'une part, les salamandres se développent plus rapidement grâce aux suppléments d'oxygène apportés par l'algue et la photosynthèse, et l'algue, quant à elle, tire des nutriments, en l'occurrence le rejet d'azote, et s'en nourrit. Mais alors, comment se fait-il que l'organisme de la salamandre ne rejette pas l'algue? Eh bien, les deux sont si intimement liés que l'algue est directement présente dans les œufs de salamandre et leur donne une teinte verte.
On la retrouve également dans l'organisme de la salamandre jusqu'à ses organes reproducteurs. On peut donc imaginer que cette algue est transmise héréditairement. Voici qui clôture cette première vidéo qui porte sur les symbioses, en l'occurrence l'endosymbiose. Ça me fait tout bizarre de faire une vidéo aussi courte. Bien sûr, l'humain possède également des endosymbioses, mais je vous en parlerai sur la vidéo consacrée aux symbioses humaines. Si vous êtes toujours là, je vous en remercie. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce sujet vous aura intéressé. Si c'est le cas, je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager. Cela soutiendrait beaucoup ma chaîne émergente. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine partie de cette thématique sur les symbioses. D'ici là, que tout aille bien pour vous, restez étonnés, profitez de la vie et je vous embrasse.